Comme l'a précisé Micheline, nous allons maintenant passer à la table ronde qui traite du sujet crucial que représente l'eau. Celui-ci, en effet, cristallise la capacité des ressources à avoir de nombreux aspects complémentaires et opposés, à la fois facteurs de risque et biens communs. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Pauline Becquet, directrice générale de l'Institut de la finance durable, Agathe Eusen, responsable de la cellule eau du CNRS et directrice de recherche et codirectrice du programme One Water, Thierry Langrenet, président fondateur de l'ONG Les Ateliers du Futur, et Oliver Wild, président de l'AMRAE et Chief Risk and Insurance Officer chez Veolia. Cette table ronde sera animée par Chloé Coursager, rédactrice en chef de l'Actuariel et présidente de Circonflex. Je vous remercie tous pour votre présence et je laisse Chloé prendre la main. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux, c'est magnifique. Donc l'eau, on l'a choisi parce que c'est un élément exemplaire des enjeux de durabilité qui sont au cœur de ce congrès, au cœur de vos nouveaux défis. C'est aussi, et je vais en faire une petite publicité quand même, la une de l'Actuariel, votre magazine, et les enjeux de durabilité sont le fil rouge du numéro. Donc l'eau dans cette table ronde, qui réunit des professionnels très complémentaires, nous allons la considérer à la fois comme précieuse ressource et comme force dévastatrice. L'actualité, vous le savez, est absolument révélatrice de cette dualité. Les événements climatiques violents se multiplient, ne serait-ce que ces dernières semaines, des orages, des pluies torrentielles ont fait des victimes humaines, d'énormes dégâts. Le coût de ce type de dommages questionne les équilibres assurantiels, le rôle de l'État et puis finalement notre projet de société. Dans le même temps et parfois aux mêmes endroits, et c'est très paradoxal, les tensions hydriques mettent en lumière des enjeux vitaux, facteurs de risque politiques, sociaux et économiques. Individuellement, on ne peut pas vivre sans boire. Les réacteurs des centrales atomiques ne peuvent se refroidir, l'entreprise ne peut fonctionner, l'agriculture ne peut fonctionner. Et actuellement, eh bien, nous avons 30 départements en alerte sécheresse et 66%, selon le BRGM, 66%, c'est énorme, des nappes d'eau sont en dessous de leur niveau normal. Je ne veux pas vous inquiéter, mais néanmoins, et ça nous concerne tous. Agathe Eusen, en tant que scientifique, est-ce que vous pouvez nous préciser la situation de ces risques et les facteurs de durabilité ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, quand on parle de l'eau, on comprend bien que ça fait partie d'un ensemble d'enjeux complètement globaux. Dimension climatique, qu'on a l'habitude d'entendre avec ces augmentations de température, des précipitations qui varient en densité, en fréquence, selon les régions, avec des vulnérabilités spécifiques selon les régions. Mais aussi, on est dans des situations où on a une croissance urbaine, une urbanisation importante, une croissance démographique, une littoralisation, une information qui circule de plus en plus vite. Et donc, c'est un ensemble de paramètres qui ont des conséquences sur la société, sur l'environnement, et finalement, dont nous sommes tous les moteurs. Et évidemment, l'eau est au cœur de l'ensemble de ces enjeux-là, à la fois parce qu'il y a des conséquences physiques liées au changement climatique, notamment avec une exacerbation d'un certain nombre de phénomènes extrêmes, tels que des sécheresses, des inondations, qui a des conséquences sur les sols, leur aridification et donc l'appauvrissement en termes de biodiversité, donc d'amoindrissement de vivants, qui pour nous est malgré tout essentiel parce que c'est notre base. C'est la base de l'humain qui est dans ces écosystèmes, ces socio-écosystèmes complexes, chacun avec leur dynamique et leur trajectoire spécifique. Donc ce qui est intéressant de montrer, c'est que finalement, quand on parle de l'eau, dans le contexte actuel, on a tous vécu l'été 2022, qui finalement, pour moi, est une forme de prise de réalité
après la prise de conscience qu'on avait tous, mais c'était derrière nos écrans, ça se passait ailleurs. Là, on est confronté en se disant mince, finalement, ça me concerne aussi individuellement. Et donc peut-être que je peux agir, peut-être que mes comportements font que je peux avoir un impact éventuellement à l'échelle globale sur des enjeux locaux. Donc là, on est sur une grande diversité d'échelles et dont on voit finalement qu'elles sont à la fois spatiales, mais aussi temporelles, puisque on est sur des trajectoires qui sont s'appuyer sur le passé pour comprendre le présent et le futur est absolument essentiel en termes d'information et en termes de retour d'expérience par rapport à un certain nombre de situations. Et on se trouve également dans une situation où on se rend compte que connaître l'autre, les besoins que l'autre va avoir en termes d'eau est absolument essentiel, qu'on ne peut plus raisonner tout seul. Alors sortir des silos, ça a été évoqué, ça concerne aussi l'ensemble des usages, l'ensemble des usagers. Et alors effectivement, c'est pas simple, ça oblige aussi à se remettre en question, mais c'est aussi favoriser cette interconnaissance entre les territoires, au sein même des territoires, en amont, en aval d'un bassin, par rapport à des besoins liés à une eau de surface ou une eau souterraine, en lien avec des précipitations dont on n'a plus la connaissance des rythmes saisonniers auxquels on était habitué et avec lesquels nous nous sommes construits, même socialement, culturellement, donc qui vient complètement bouleverser finalement les modes de relation qu'on a à l'environnement, à l'eau et du coup aux usages qu'on fait en faire. Et finalement, un des enjeux, c'est de réhabiliter l'eau pour ce qu'elle est et non plus développer des usages en se considérant que les ressources, on parle de l'eau, mais toutes les autres ressources sont complètement abondantes et illimitées. Il faut les raisonner les usages et les adapter en fonction de la disponibilité de la ressource et plus l'inverse. Ça nécessite un changement de paradigme et de modèle de consommation, modèle économique, modèle social. Voilà, il y a du boulot. Merci. Et vous dites, nous sommes à l'origine du problème et c'est à nous, à vous, de s'y pencher. Effectivement, je crois que personne ne nous a imposé la situation dans laquelle nous sommes. C'est notre système et ce qu'on a choisi comme système de société qui nous a conduit finalement à avoir cet impact et cette pression sur l'environnement qui nous le rend en boomerang. Et donc, on a cette chance finalement. C'est nous qui en sommes les auteurs. Alors, prenons les rênes pour faire changer les choses. Merci. Monsieur Langreney, comment voyez-vous, vous travaillez beaucoup sur la formation des conseils d'administration notamment, comment développez-vous les scénarios à terme du réchauffement climatique et son impact sur l'eau, en particulier sur l'eau? Alors, bonjour à tous d'abord. Ce serait très présomptueux de dire que nous développons des scénarios. On réutilise évidemment l'immense richesse de la matière consolidée par le GIEC. Je voudrais dire d'abord que l'eau est essentielle pour la climatologie, puisque l'eau est d'abord un enregistreur des climats passés, puisque c'est grâce aux isotopes de l'oxygène contenus dans l'eau et analysés à travers les carottages en Antarctique qu'on a pu reconstituer les climats sur les 800 000 dernières années. Et c'est grâce à cette étude et à la découverte de la corrélation entre concentration de CO2 et température que les dirigeants du G7 ont décidé de créer le GIEC. Donc c'est un enregistreur. Aujourd'hui, l'eau est un témoin du réchauffement climatique. On le voit bien à travers la fonte des glaces, des glaciers, des calottes et la hausse du niveau des mers. Et comme vous le disiez, l'impact revient en boomerang avec des effets qui sont déjà perceptibles. Puisque, par exemple, depuis 1950, on estime qu'en France, au nord d'une ligne horizontale qui passe par Bordeaux, on a gagné à peu près 3 mm d'eau par an sur ces décennies, alors qu'au sud de Bordeaux, on en a perdu. Et pourtant, c'est là qu'on cultive le maïs, n'est-ce pas ? Par contre, pour les scénarios futurs du GIEC,
la situation est beaucoup plus menaçante pour la France, notamment, puisque cette ligne de partage entre pertes et gains va se déplacer sensiblement vers le nord du fait des cellules qui créent un assèchement de plus en plus important au-delà de l'Europe du Sud. Donc, concrètement, ça veut dire un doublement des épisodes décennaux de sécheresse que nous connaissons dans un scénario de plus de 2 degrés, et on n'en est pas loin, et un triplement des épisodes de fréquence autrefois cinquantennale. Donc on a clairement un durcissement de l'intensité à la baisse donc, des pénuries. C'était vrai jusqu'à présent sur l'Europe du Sud et ça va progresser en termes de latitude. Donc beaucoup plus de volatilité. Merci. Appliqué à l'entreprise, Oliver Wild, vous êtes président de l'AMRAE, donc l'association des risk managers en entreprise, et vous travaillez, si je ne m'abuse, chez Veolia. Donc vous êtes concerné à double titre par cette question. Quels sont les impacts sur l'entreprise d'une telle situation ? Alors, bonjour à tous. Les impacts sur l'entreprise, je pense que en fait, moi je vais en faire la promotion, c'est la cartographie des risques, étant président de l'AMRAE, parce que c'est le travail que chaque entreprise doit faire, c'est-à-dire identifier son niveau d'exposition et les risques auxquels elle était exposée, que ce soit des enjeux de dérèglement climatique, les enjeux de l'eau, biodiversité, et ainsi de suite. Et donc, classiquement, c'est un travail d'introspection que l'on fait sur nos activités et comprendre comment cette activité va perdurer, comment est-ce que je vais continuer à opérer dans un contexte tendu, tel que les enjeux de l'eau, par exemple. Il y a une limite à cet exercice si on le fait en introspection pure. Comme l'évoquait Madame Eusen, c'est un enjeu global. Et je vais vous donner un exemple. J'ai eu la chance de travailler avec la ville de la Nouvelle-Orléans sur sa stratégie résilience lors du 10e anniversaire de Katrina. Et ce qui manquait, c'était une qualité de données pour faire des modèles. On a quand même réussi à faire des choses sur le sujet. Mais on s'est vite rendu compte que faire l'analyse des risques sur juste la ville, sans prendre en compte tous les acteurs économiques et leur contribution en impact positif ou négatif à la situation, était un exercice trop limité et d'ailleurs sans intérêt, enfin pas du tout pertinent. Et donc pour moi, je trouve que la cartographie des risques devient un outil de dialogue, d'échange, et qui doit être construit avec les parties prenantes. Et là, on pourra apporter une solution construite. Il faut jouer collectif. Mais bon, pour bien identifier ces risques, il faut des données, il faut savoir les utiliser. Et donc, moi, je compte sur vous, les actuaires, pour pouvoir nous donner ces aspects-là. Après, la cartographie des risques, c'est pas que risque, il y a aussi la partie opportunité. Et donc ça, je pense que c'est un enjeu principal, fondamental pour l'entreprise. C'est bien comprendre ces risques, c'est pouvoir prendre des risques et saisir les opportunités aussi. Vous parliez d'une évolution des modèles d'affaires, c'est-à-dire que l'impact de ces... Particulièrement pour Veolia, vous aviez donné un exemple sur son modèle économique. Oui, pour Veolia, enfin, on est dans les métiers de l'eau depuis plus de 160 ans. Et les enjeux, en fait, s'accumulent, je dirais. On part de... les enjeux de l'eau, à l'origine, étaient plus un accès à l'eau, la qualité de l'eau, un sujet de santé publique. Il l'est toujours. Mais comme je disais, ça s'accumule, les enjeux s'accumulent. Donc l'accès à l'eau est toujours un enjeu. Mais aujourd'hui, le modèle d'affaires ne peut pas être basé sur une vente au volume. Puisqu'on parle de sobriété, il faut faire attention à la gestion de cette ressource précieuse. Et donc ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille notamment avec les collectivités et les industriels sur une meilleure gestion de l'eau. Et donc en fait là, il faut valoriser la valeur de cette gestion plutôt que une vente au volume. Ou si je prends le parallèle avec les déchets, le volume de déchets traités, bon ça fonctionne mieux. Mais l'eau, c'est peut-être le volume d'eau recyclée, réutilisée, que l'on va mettre dans la boucle. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc on change l'équation. On s'adapte en permanence. Ouais. Pauline Becquet, Finance durable. J'imagine que vous êtes alignée à la fois par les constats et par la transformation attendue.
Oui, tout à fait. Effectivement, le rôle de la finance, c'est vraiment d'accompagner cette transformation de l'économie. C'est pour ça qu'on parle de finance durable. C'est comment est-ce que la finance peut accompagner cette transformation. Et je rejoins tout à fait le fait qu'on a besoin de données parce qu'un acteur financier, quand il investit dans une entreprise, en fait, ce qui est compliqué avec l'enjeu de l'eau, c'est que ce sont des enjeux extrêmement locaux. Quand un acteur financier, un investisseur investit dans une entreprise sur de la dette corporate, etc., il n'a pas forcément connaissance de tous les enjeux au niveau local, de où est situé, où sont situées les usines, est-ce qu'elles sont à risque pour la montée des eaux, est-ce que c'est une activité qui a besoin de beaucoup d'eau mais qui est située dans une zone de stress hydrique. C'était des choses qui n'étaient pas forcément regardées il y a quelques années, à vrai dire. Et ça devient de plus en plus nécessaire parce qu'en fait, ça a des impacts derrière sur, si on reprend la notion d'une entreprise, d'une usine qui a besoin d'eau pour fonctionner et qui est située en zone de stress hydrique, ça peut mettre en péril finalement sa production et donc ça a des conséquences financières derrière. Et donc c'est important pour les acteurs financiers de regarder ces aspects dans une approche de ce qu'on appelle double matérialité, c'est-à-dire regarder à la fois les risques pour l'acteur financier que ces aspects liés à la durabilité en général et à l'eau en particulier vont avoir, les effets sur vraiment la matérialité financière, mais aussi de regarder quels sont les effets et les impacts des activités, des entreprises dans lesquelles on investit, justement sur est-ce que ça aggrave le problème ou est-ce qu'au contraire ça apporte des solutions. Et juste un exemple, l'OCDE avait chiffré le coût d'atteindre l'ODD numéro 6, donc qui est celui qui concerne l'eau, qui est de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et d'assurer une gestion durable des ressources en eau. Donc ce coût, il est évalué à plus de 1 000 milliards de dollars par an. Et clairement, les financements publics ne sont pas suffisants, parce que si on regarde l'écart de financement global sur tous les ODD, on était à plus de 2 500 milliards de dollars avant la crise du Covid. Post-pandémie, on est à peu près à 3 700 milliards de dollars d'écart de financement. Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'une vraie mobilisation aussi de la finance privée sur ces sujets-là, sauf que pour y arriver, on a un besoin crucial de données. La donnée, ça fait 4 fois bientôt à Gattesen. Est-ce qu'on parle tous de la même donnée ? Vous m'avez dit également que vous aviez besoin de données pour pouvoir alimenter l'ensemble de la réflexion. Pour quelle application et quel type de données Je pense qu'en fait, pour agir, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut avoir un certain nombre d'informations de nature différente, très complémentaires, pour être en capacité à considérer chaque enjeu dans toute sa complexité. Et sachant que ce n'est pas figé, ça bouge, et il y a des incertitudes, parce qu'on n'a évidemment pas toutes les informations. Et qu'en général, les informations ou les données, elles sont construites par rapport à une problématique spécifique qui ne répond pas à la problématique du voisin. Et par ailleurs, ça répond à un certain nombre de critères qui, en général, ne sont pas mis en relation les uns avec les autres. Alors, on va parler de données quantitatives, récurrentes. Alors ça, on a quand même les services de l'État qui ont une charge de suivi des cours d'eau, du milieu souterrain. Vous évoquiez le suivi du niveau des nappes. Donc, le BRGM a ce rôle-là. Mais on a aussi des données qualitatives. La qualité de l'eau. On a une pression extrêmement importante sur le milieu aquatique, et des conséquences non négligeables sur la qualité de l'eau, à la fois liée à la diminution des débits, donc avec une concentration importante de pollution, mais aussi des pressions liées à une augmentation d'activité qui a une incidence directe sur la qualité de l'eau brute qui va être utilisée pour l'eau potable, pour l'agriculture, pour l'industrie, et tout ça est connecté. Donc les données, effectivement, au niveau des scientifiques et de l'ensemble des collègues dans chacune des disciplines, un type de données est produit avec des méthodes, des protocoles spécifiques. Alors, on est quand même dans le domaine de la recherche, dans cette logique de férisation des données, donc de la rendre qu'elles soient disponibles, accessibles, reproductibles, avec un alignement européen, évidemment.
Malgré tout, toutes les données, même si elles sont disponibles, on sent que la question de la disponibilité n'est pas si évidente que ça, même par rapport à celle qui est produite et qui devrait l'être sur des bases de données nationales, par exemple, où ce n'est pas toujours évident de les avoir. Et alors, juste une toute petite, un complément, c'est-à-dire que les données, on a des données sur des métabolites, par exemple, jusqu'à des observations spatiales qui vont permettre d'avoir une visibilité et des trajectoires sur des territoires beaucoup plus grands. Et donc, quel type de données pour quel type de territoire, et sachant que pour comprendre un territoire dans sa composition, eh ben, il faut associer une très grande diversité de données, ce qu'on ne fait pas. Et de parties prenantes. Alors ça veut dire considérer le territoire avec la diversité des parties prenantes qui y sont associées, mais ça va de l'individu, qu'il soit citoyen, usager, consommateur, les gestionnaires, les entrepreneurs, les décideurs. Et si on ne se met pas tous ensemble autour de la table pour un projet de développement économique d'un territoire, parfait. En plus, on a une entreprise qui est hyper économe en eau, il n'y a pas de problème. Parfait. La seule chose, c'est qu'on va attirer beaucoup de monde. C'est extra. Mais ces gens-là, il va falloir qu'ils vivent aussi. Et si on n'a pas suffisamment les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins essentiels, là se pose un certain nombre de questions. Et on a rarement cette vision globale des choses qu'il faut vraiment réimpulser dans une approche systémique, écosystémique, pour considérer chacun des enjeux et faire les choix en conséquence. Sur des temporalités, à un instant T, OK, mais quelle est la durabilité de cet investissement collectif ? Sachant que s'il s'agit de partager, ça veut dire peut-être avoir un peu moins, beaucoup moins, individuellement, telle société, tel individu. Effectivement, ça nécessite de changer de modèle. C'est-à-dire que là, on est dans la course au toujours plus, toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus fort. Peut-être qu'on peut être dans une logique, peut-être, alors ce mot à la mode, de sobriété, mais ce n'est pas pour contraindre, c'est peut-être pour vivre mieux, peut-être ralentir la course effrénée dans laquelle on est à tous les niveaux et faire évoluer justement nos modes de vie sur peut-être de façon plus raisonnable et raisonnée. Mais ça, il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble et je compte sur vous aussi. Oliver Wild, est-ce que vous êtes prêt à partager cette donnée localement avec les scientifiques, avec les assureurs, avec les financiers ? Et est-ce que vous êtes prêt au partage, non pas vous personnellement, mais les entreprises que vous représentez ? Moi, j'appelle de mes voeux le partage. Enfin, on a des discussions avec le monde de l'assurance, et notamment sur l'assurance paramétrique, par exemple, où il faut de la donnée, puisque c'est basé sur de la donnée. Mais tout le monde a de la donnée. L'entreprise a de la donnée. On commence à avoir des individus, des citoyens, on leur donne de la donnée sur leur consommation d'énergie, leur consommation en eau, pour qu'ils changent leur comportement. On essaye de les guider. Les assureurs ont de la donnée. Vous avez la capacité de traiter la donnée. La meilleure façon d'analyser la donnée, de la modéliser. Donc en fait, je rejoins exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait ce partage de données, cette mise en commun, les bonnes personnes autour de la table et avoir des plans d'action là où on veut travailler, sur le citoyen, pour avoir un éco-citoyen ou un citoyen responsable. Tout est une question d'équilibre. Moi, je préfère voir les choses positivement, mais bon, oui, il y aura des sacrifices, mais tout est une question d'équilibre. Et donc, pour moi, c'est vraiment vivre mieux, mais avec toute la connaissance de cause, l'argumentation qui est appuyée sur de la donnée, et pour savoir si notre action a une réelle efficacité, puisque en suivant ces données, on voit si on a un impact positif ou si on continue à avoir un impact négatif. Madame Becquet, on parle beaucoup de données extra-financières à l'échelle nationale, européenne, internationale. Ça fait grand débat. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. On en aurait pour quelques heures. Est-ce que la donnée liée à l'eau se développe ? Est-ce qu'elle est exploitable pour Madame Ozen, par exemple, pour Monsieur Wild ? Est-ce que tout ça, ça va dans le bon sens ? Alors, en tout cas, dans le cadre effectivement des travaux de normalisation de la donnée extra-financière qui sont en cours à la fois au niveau international et au niveau européen, il y a des indicateurs liés à l'eau qui sont demandés. Donc, on peut espérer qu'avec la normalisation de ces indicateurs,
on va avoir un peu plus de données. Donc quelques exemples dans le cadre de la taxonomie européenne qui liste les activités durables sur le plan environnemental. Déjà, il y a un des objectifs qui est lié à l'eau, qui porte donc sur l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines. Et donc, dans le cadre de cette taxonomie, on a un certain nombre d'activités économiques qui sont listées avec des seuils à respecter pour considérer que ces activités, elles sont durables et voilà, alignées avec les objectifs environnementaux. Donc déjà, c'est une première étape pour donner un peu une feuille de route de là où il faut aller. On a ensuite un règlement qui s'appelle SFDR pour Sustainable Financial Disclosure Regulation, qui là s'applique aux investisseurs et qui leur oblige à être transparents. Ils doivent reporter ce qu'on appelle des PAI, des Principal Adverse Impact, qui sont en fait des indicateurs clés qui vont montrer les impacts négatifs les plus significatifs sur les portefeuilles d'investissement. Dans ces indicateurs, parmi les indicateurs qui doivent obligatoirement être reportés par les investisseurs européens aujourd'hui, on a par exemple les tonnes de rejets dans l'eau provenant des sociétés bénéficiaires d'investissement par million d'euros investis. De façon globale, non locale. C'est sur le portefeuille d'investissement. Mais ça veut dire qu'elle existe. Alors, pas encore, parce que... Non, justement, la donnée n'est pas encore automatiquement reportée par les entreprises aujourd'hui. En revanche, on a CSRD qui arrive. Donc CSRD, c'est la réglementation européenne sur le reporting extra-financier qui donc impose cette normalisation. Parmi les indicateurs, on va retrouver donc ces rejets dans l'eau qui vont permettre derrière aux investisseurs de reporter. On a aussi des indicateurs donc, sur la pollution de l'eau, j'ai dit, sur la consommation d'eau, sur les rejets dans les océans et sur les prélèvements en eau. Donc c'est des indicateurs qui sont désormais normés. Ça va progressivement rentrer en vigueur en fonction de la taille des entreprises. Donc ça va commencer par les plus grosses entreprises et puis petit à petit on va descendre d'échelle et de niveau de salariés, d'échelle de chiffre d'affaires, etc. pour aller jusqu'au PME. Mais donc ça va prendre plusieurs années. Et par ailleurs, il faut juste savoir que ces informations, elles sont ce qu'on appelle soumises à matérialité, c'est-à-dire que c'est l'entreprise elle-même qui doit s'assurer si finalement c'est significatif et si elles ont intérêt à reporter cette donnée. Donc ça demande aussi, normalement la donnée va arriver, mais il faut aussi qu'il y ait une vraie, un vrai accompagnement des entreprises, je pense aussi scientifique, parce qu'on est sur des sujets complexes et nouveaux. Et donc, il faut que l'entreprise elle soit en mesure de faire cette analyse des risques, cette cartographie des risques, exactement comme vous le disiez, de manière à dire, bah, oui, cette information, elle est matérielle, donc je la reporte, ou non, elle ne l'est pas, compte tenu de mon activité, compte tenu de ma localisation, etc. Et donc, je n'ai pas besoin de la reporter, mais c'est parce que ça a du sens. Donc, ça arrive. Ça arrive progressivement. Monsieur Langrenet, 2 questions. Comment voyez-vous cette évolution, notamment en Europe, hors d'Europe, en cours, s'il vous plaît, et surtout, quel est leur rôle, quel est votre rôle dans ces fameux, cette grande architecture, cette grande organisation, ce grand traitement de la donnée qui permettra un partage idéal dans un monde idéal? Alors, le domaine de la durabilité, c'est un domaine qui soulève d'énormes défis concernant la donnée. Quand on est actuaire, et soit dans une compagnie d'assurance, soit dans une banque ou dans un fonds d'investissement, on manipule des données relativement simples, des données de cash flow, de valeur, de fonds propres, des choses liées à des flux financiers qui sont facilement appréhendables. Quand on entre dans le domaine de la durabilité, on touche à la fois le risque physique, le risque de transition et, quelque part, pour les financiers, le risque de crédit. Et ces risques-là, ils sont drivés, si je puis dire, à la fois par des données quantitatives géophysiques, climatiques, mais aussi par des données qui illustrent l'exposition. Deuxièmement, par des données de comportement et de solidité qui illustrent la plus ou moins grande vulnérabilité de l'entreprise. Et il y a une troisième dimension qui est, à mes yeux, la plus importante, c'est le risque de comportement du management et des clients. Les choix humains, finalement. Absolument. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on part d'une base extrêmement rudimentaire comme données sur ces deux dernières dimensions, la dimension vulnérabilité et la dimension comportement. Vous avez cité les deux grands mantras de la TCFD. La TCFD, c'est cette task force sur le reporting climat qui a été créée par le Financial Stability Board lorsque Mark Carney en a pris la tête et a dit le climat, c'est un sujet super important, il faut qu'on s'en occupe parce que ça peut mettre en péril les banques à travers le risque de crédit lié au climat. Et donc, un premier niveau de reporting a été demandé au niveau mondial à travers le risque physique, d'une part, le risque de transition, c'est-à-dire le risque économique pour s'adapter au changement climatique, d'autre part. C'est un fiasco, il faut le dire. Il y a seulement quelques milliers d'entreprises au niveau mondial qui satisfont au cadre de reporting indiqué par la TCFD. C'est la TCFD elle-même qui le dit dans son reporting annuel. D'où les efforts de la Fondation IFRS d'un côté, de la Commission européenne à travers la CSRD de l'autre, pour renforcer et pour passer d'une figure libre à une figure imposée. Et ça va arriver. Le seul sujet, c'est jusqu'où peut-on aller raisonnablement? Parce qu'aujourd'hui, si on demande à une entreprise cotée au CAC 40 quel est le nombre d'indicateurs durabilité qu'elle doit sortir, il y en a entre 500 et 1000. Et quand vous regardez la corrélation entre les ratings ESG des différentes agences de rating, cette corrélation est très faible. C'est un autre sujet. Les agences ESG, c'est... Mais ce qui veut dire que la donnée est loin d'être pertinente, ouais, parce qu'elle est interprétable. Donc la conclusion, c'est il n'y a pas suffisamment de données sur la vulnérabilité et sur les comportements. Du coup, les investisseurs sont aveugles. Les clients sont également, ont des difficultés à comprendre le comportement des entreprises, et les pouvoirs publics ont également des difficultés. Et donc, il faut vraiment renforcer la qualité de ces informations, à la fois physiques, géologiques, climatiques, et le GIEC a fait faire des travaux, des progrès énormes, mais à la fois en termes d'impact sur les entreprises, puisque c'est tout le système économique et financier qui en dépend. Rôle des actuaires là-dedans ? Fondamental, juste essentiel. Allez-y. D'abord, je rappelle qu'avec mon ancienne casquette de directeur général de Pacifica et DGA Assurance Dommage de Crédit Agricole Assurance, ces 10 dernières années, rien d'aussi important que la validation des modèles ne m'a occupé durant cette période critique. Je dis critique parce que entre 2015 et 2021, on a vécu évidemment une surfréquence d'événements extrêmes, cyclones, sécheresses, inondations, grêles, etc. Et bien sûr, ça continue. Et donc, commençons par le risque physique. Le risque physique, c'est au niveau de la souscription, la qualité de l'évaluation du risque, c'est-à-dire la qualité de l'évaluation de l'exposition et de la vulnérabilité. Sujet très important pour les entreprises et pour leurs assureurs. Et là-dessus, on doit constater que les progrès sont énormes grâce à l'open data, grâce à l'intelligence artificielle, mais à condition d'avoir des portefeuilles d'assurance qui soient d'une taille significative, suffisante pour faire des études sur des mailles relativement fines. Deuxième sujet essentiel, la protection de l'entreprise d'assurance et de ses fonds propres. Et donc la modélisation des pics, la modélisation des événements extrêmes, bien sûr à 99,5% de choc, mais également de manière intermédiaire, et le dimensionnement de la réassurance nécessaire pour les entreprises. Or, justement, la réassurance réduit
ses capacités, ce qui, par ricochet, amène les assureurs à réduire ou être plus exigeants en termes de franchise et de tarifs vis-à-vis des entreprises. Mais ça, je dirais que c'était le monde traditionnel. On entre, à mon avis, dans un nouveau monde, qui est un monde où le paradigme économique peut changer, dans le sens où on était jusqu'à présent sur maximisons la création de valeur sous contrainte de ressources en capital, en budget de risque, etc. Et on va probablement, dans un monde où l'importance du climat, l'importance de la gestion de l'eau et des autres ressources est telle qu'on va aller dans un sens de maximisation de la valeur sous contrainte de respect d'un budget concernant ces biens communs. Premier budget, évidemment, les émissions de CO2. Deuxième budget, la consommation d'eau, le cas échéant, spontanée ou imposée, etc., etc. Et de ce fait, le risque de crédit va changer pour les financeurs et pour les investisseurs. Et la caractéristique de ce risque de crédit par rapport au risque d'assurance, c'est que c'est un risque long. Donc nos actuaires. Et donc les actuaires vont devoir investir beaucoup plus de temps, d'efforts et de moyens sur la modélisation du risque de crédit long. Et c'est d'ailleurs exactement ce que demande la BCE, les banques centrales, en termes de stress test climat, parce que c'est la solidité du système financier tout entier qui est en jeu. Eh bien, beau programme. Donc les actuaires ont un boulevard, une voie d'avenir, mais à la condition, je dirais, de garder leur humilité, c'est-à-dire savoir dire jusqu'où fiable, on sait, jusqu'où c'est fiable, et donc savoir faire de l'analyse de sensibilité. Ok, donc je comprends que nous avons tous intérêt à travailler ensemble. Vous dans la salle, vous entreprises, vous ONG, anciens assureurs, scientifiques, financiers. On fait comment ? Est-ce qu'on sait se parler ? Est-ce qu'on a les outils pour commencer à se mettre autour de la table ? Comment on fait pour convaincre chacun des acteurs, Agathe Ezen ? Je crois que vous nous avez déjà donné une jolie opportunité et on vous remercie. Je crois que c'est apprendre à... Là, on voit bien que finalement, les termes qu'on utilise les uns les autres, on a chacun derrière une idée qui n'est pas la même. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler de ressources financières de mon côté. Je parlerai plus de ressources naturelles. Et quand on parle de comportement, moi, je descends jusqu'à l'individu dans sa vie quotidienne. Je ne sais pas si... Enfin, ce n'est pas tout à fait semblable au comportement d'une entreprise dont les enjeux sont évidemment de nature différente. Donc déjà, essayer d'établir de comprendre l'autre dans le vocabulaire qui est utilisé pour pas qu'il y ait d'incompréhension liée finalement involontairement à des représentations qui sont différentes. Je pense qu'on parle de durabilité, mais il y a la science de la durabilité. Qui a déjà fait ses preuves dans le monde anglo-saxon et qui est revenu en France ces dernières années et qui vise finalement autour d'un objet, d'un sujet, d'une problématique commune à co-construire l'ensemble des questions, donc co-construire non seulement avec le monde des scientifiques dans leur interdisciplinarité, mais également avec l'ensemble des parties prenantes et qui seraient concernées, pour poser les questions ensemble, voir comment chacun peut apporter des réponses, produire des connaissances, en mobiliser, certes, parce qu'on a un grand nombre de données, donc déjà mobiliser celles qu'on a déjà, produire celles qui sont à produire et proposer ensemble des réponses à ces enjeux-là. Donc partager la réflexion, partager la construction et partager l'ensemble. Je pense, et c'est accepter que l'autre puisse avoir un avis différent. Réduire le pouvoir. Alors réduire ça, je ne sais pas si on en aura la capacité. En revanche... peut-être aussi s'interroger sur un territoire spécifique. La notion de territoire peut être intéressante parce que ça permet à chacun de s'y raccrocher, d'y avoir son identité, qu'elle soit du monde agricole, du monde industriel, du monde des habitants, et qui va du coup poser les questions de qualité du milieu, de questions foncières qui n'ont pas été évoquées, qui sont absolument fondamentales aussi, et puis des dimensions culturelles.
alors qu'elle soit de la culture d'entreprise, mais aussi de la culture de l'appartenance à un territoire, à un terroir, qui a forcément une incidence sur l'effort que je vais faire pour préserver ce territoire ou pour valoriser toutes les richesses qu'il peut avoir en s'assurant que ça puisse durer, parce que c'est l'intérêt partagé. Donc si on a un élément partagé, mais qu'on peut y accéder par des voies complémentaires, ça nécessite d'apprendre à se connaître, de voir les besoins des uns et des autres, et du coup d'envisager ensemble comment on peut construire ce territoire. Sachant qu'on n'a pas parlé, on a parlé du pouvoir, mais on n'a pas parlé du politique. C'est-à-dire que souvent, le politique s'appuie sur un certain nombre d'informations, de données, là encore, et c'est lui qui fait le choix, un certain nombre de choix. Donc comment aussi s'interfèrent et interagissent ces différents acteurs à tous les niveaux. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on a glissé un peu en termes de temps. En termes de prévention, le partage de la connaissance, de la donnée, etc., est fondamental. Vous le disiez, Madame Ozen. Oui, je crois qu'il faut essayer de se passer le plus en amont possible. Là, on est au pied du mur, ou enfin même pas au pied du mur, on est déjà dans le mur dans certains cas. Et donc, il faut essayer d'anticiper autant que possible. Et quand vous parliez des modèles, en même temps, finalement, il y a un certain nombre de modèles, on est dépassé. C'est-à-dire que le climat nous a rattrapés et les derniers résultats et les dernières mesures d'augmentation de température montrent que ça n'avait pas été anticipé parce qu'on n'avait pas vu. Et donc, il y a la question des temporalités, sur la capacité à produire ces données pour anticiper. À prévoir pour prévenir. À prévoir pour prévenir, mais il faut accélérer l'action de prévention pour pouvoir agir. Monsieur Langrenet. Sur le partage de la donnée, aujourd'hui, on a un modèle de marché qui est par définition concurrentiel. Et la donnée est une source d'avantage concurrentiel. Si je suis assureur et que j'ai la donnée et que mon concurrent n'a pas la donnée, je suis plus fort que lui. Je parle de pouvoir, effectivement. Donc, on ne peut pas rêver d'un monde où la donnée soit partagée spontanément dans un environnement de marché. Ce qui veut dire que si cet objectif est souhaitable, et il l'est à plusieurs égards, ça ne peut venir que d'une injonction nationale ou supranationale. Aujourd'hui, on se dirige vers ce genre d'injonction à travers les normes de reporting extra-financières concernant le comportement des entreprises et les risques physiques et de transition des entreprises. Mais ça prendra un certain temps. La Commission européenne vient de décider, il y a 10 jours, de donner encore plus de souplesse aux entreprises en termes de calendrier de reporting. Ça n'enlève... Comment dire, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, partager les données sur le niveau de risque associé à une région et en déduire les politiques publiques ou les politiques privées-publiques, les partenariats publics-privés nécessaires, ça suppose une impulsion particulière des politiques publiques. Voilà. Est-ce que c'est indispensable ? Évidemment, puisque dès lors qu'on a une plus grande volatilité des ressources en eau, plus de sécheresse et plus d'événements extrêmes, dès lors qu'on a une menace sur les glaciers qui constitue le château d'eau d'une partie de l'Europe et de la France, la gestion de la ressource, enfin d'abord des besoins, de la demande, c'est-à-dire de la frugalité, la gestion des ressources, c'est-à-dire le stockage intermédiaire éventuellement, les types de cultures agricoles nécessitent une planification, un ordonnancement global par territoire, et donc effectivement des données les plus complètes et les plus objectives possibles, à la fois sur le physique et sur les comportements des acteurs économiques. En termes de prévention, vous parliez d'engagement de la même façon, volontaire de tous et du partage, pour mieux se protéger, pour envisager les enjeux de maîtrise des risques, de modalités d'assurance. Monsieur Oliver Wild, vous faisiez le calcul qui était
1 euro de prévention, c'est le calcul habituel, je pense que vous le connaissez tous. C'est 5 euros d'économie en cas de crise. Comment on fait sur si effectivement c'est l'heure et c'est même hier? Donc le 1 euro investi en prévention pour 5 euros économisés en cas de crise, c'était une analyse juridique qui avait été faite pour le 10e anniversaire de Catherine. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un anniversaire, mais je voudrais juste revenir sur. Je suis d'accord que face à une crise auquel on est confronté, on peut avoir une réaction qui est de se replier sur soi-même et de se dire je vais être le plus résilient possible et protéger ma donnée et voir comment je vais survivre. Là, en l'occurrence, on a besoin d'un modèle partagé si on veut réussir. Enfin, il faut jouer collectif, il faut qu'on aille tous dans la même direction. Le côté résilient individuel, c'est très court terme, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse en termes de prévention, résister à des événements de plus en plus volatiles, intenses. Mais il y a quand même une construction de long terme, et c'est en partageant ce modèle tous ensemble et qu'on ait la même compréhension et qu'il y ait une reconnaissance aussi des investissements qui sont faits. Tout ce qui est fait en gestion des risques, tout ce que je vais faire en termes de prévention, d'entraînement de ma population, de mes collaborateurs face à la gestion d'une crise, tout ça va contribuer à limiter l'impact sur mes opérations, sur la vie des concitoyens. Mais tout ça, c'est résistance, en fait. Et on doit partager un modèle pour qu'à moyen et long terme, on arrive à une situation où on a basculé, on a fait la transition et on s'est adapté à la situation. Et d'ailleurs, on inverse l'impact, c'est-à-dire qu'on passe d'un impact négatif à un impact positif et on va régénérer les choses. Alors là, on parle vraiment plus long terme. Mais pour moi, c'est ça. Enfin, on a dépassé l'anticipation. Aujourd'hui, on sait maintenant, on est au pied du mur, comme vous le disiez. Maintenant, il faut qu'on puisse résister et puis accompagner un changement en parallèle de ça. Et en attendant, les crises qui se multiplient, quel impact sur les modèles assurantiels ? En très court, s'il vous plaît. Je redis que c'est énorme. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se passer d'une révision annuelle ou biennale des modèles assurantiels. On a effectivement des surprises et je dirais que les meilleurs climatologues eux-mêmes ont des surprises, puisque entre le modèle de Météo France et de l'IPSL, qui tous deux alimentent le GIEC ou alimentaient le GIEC, il y avait des écarts. Donc on a un risque de modèle qui est réel et sérieux. Ce qui veut dire que une des grandes responsabilités du top management des entreprises, et donc de la fonction actuarielle, de la fonction gestion des risques, des responsables réassurance, des responsables pricing, cette grande responsabilité, c'est la préservation, l'amélioration continue des modèles. C'est juste essentiel et c'est évidemment un point d'attention pour la CPR. Ça deviendra de plus en plus un point d'attention pour les marchés financiers. La conséquence d'une non-maîtrise des modèles, c'est une diminution des capacités, donc c'est une diminution de l'assurabilité. Et ce n'est pas un hasard si on voit aux États-Unis, tant en Californie qu'en Floride, des assureurs se désengager. Oui. Parce qu'ils considèrent que leurs modèles ont été dépassés par la réalité, que de surcroît, les modèles se dégradent parce que la hausse des primes entraîne une anti-sélection qui change le profil de risque du portefeuille. Et donc, il faut bien, à un moment donné, accepter que l'industrie devient quelque part un peu impuissante. Et le résultat des courses, c'est qu'en Californie comme en Floride, les États sont obligés d'intervenir pour aider ou pour compenser la désassurance. Oliver Wild, le partage de... le modèle est cassé, donc il faut un nouveau partage du risque. Et quand je parlais quand on est confronté à une situation extrême, on a l'option du repli sur soi ou de jouer collectif. Ce que l'on a pu observer ces dernières années, c'est qu'on questionne l'assurabilité de tel ou tel risque. Et on a une tendance au désengagement, justement, en disant c'est trop compliqué, plutôt que d'essayer de construire le nouveau modèle. Et je pense que le nouveau modèle passe par une prise de risque,
de chacun des acteurs. Y compris des entreprises. Et donc quand on a discuté longuement avec le DG Trésor de la valeur ajoutée des captives, par exemple, et de l'entreprise qui est capable de reprendre en main son destin et d'investir dans la prévention et d'investir dans une prise de risque, il y avait ce partage du risque dans cette fusée, c'est-à-dire on s'appuie sur des modèles de gestion des risques qui sont fondamentaux à la pérennité de l'entreprise, la captive où je vais prendre une partie du risque, un dialogue avec l'assureur là où on partage un modèle et on s'entend sur le bon partage du risque, est-ce que ses limites et nos limites et l'intérêt de chacun. Donc là, on commence à avoir un retour au dialogue et l'État en fait n'intervient qu'une fois que tout cela a été épuisé. Et là, on est dans une situation plus résiliente. Le tissu économique devient plus résilient, plus créatif peut-être. Et donc voilà, mais on a un modèle partagé, c'est-à-dire qu'il y a aussi une reconnaissance de ce qui est fait par chacun des acteurs. L'assureur comprend. C'est pas un standard, c'est telle entreprise a bien identifié ses risques, a bien mis en œuvre les moyens nécessaires ou va les mettre en œuvre avec un plan d'investissement. Et donc là, le risque devient plus acceptable ou plus partageable et assurable. Agathe Ezel. Oui, juste, je me permets, votre présidente a parlé de développement durable, des objectifs de développement durable. Donc si effectivement il faut que ce soit économiquement viable, il faut que ce soit également socialement équitable et environnementalement durable. Et je dirais même peut-être humainement aimable. C'est joli. D'ailleurs, en termes de finances, est-ce qu'il y a cette même logique d'alliance de façon à faire face à ce genre de défi au service, moi j'appelle ça le modèle de société, mais finalement... Complètement. Enfin, je veux dire, on a besoin, je le disais tout à l'heure, on a besoin de données, donc on a besoin de comprendre aussi à la fois les données de l'entreprise, mais le contexte. Donc on a besoin de travailler dans cette logique de partie prenante pour appréhender correctement les risques. Et j'ai bien aimé le terme de les investisseurs sont aveugles aujourd'hui. Je pense que sur ces sujets-là, effectivement, ils sont aveugles parce qu'on n'est pas dans cette logique partenariale. Et donc après, derrière, il y a aussi des nouveaux produits financiers, alors qui restent aujourd'hui des produits de niche, mais qui sont en train d'émerger un peu dans cette logique aussi partenariale. Donc il y a un certain nombre de fonds hauts qui cherchent à adresser cette problématique, mais je pense aussi aux blue bonds, qui sont des nouvelles classes d'actifs qui émergent, et aussi aux debt for nature swap, donc le fameux échange dette contre nature, qui sont vraiment des nouveaux objets qu'on crée aujourd'hui. Il y a un exemple assez intéressant qui a été fait avec le Belize, où en fait on lui a permis de racheter sa dette à une valeur inférieure sous engagement que le Belize protège beaucoup plus d'air marine dans ses eaux territoriales. Et donc, il y avait des assurances paramétriques associées, etc. Enfin, tout un montage financier qui s'est travaillé entre banques de développement, État, gouvernement public, ONG. Et puis, bien sûr, le secteur financier a aussi un rôle à jouer. Et donc, voilà, on peut imaginer qu'il y a des nouveaux modèles à construire. Dans l'alliance, on est à quelle échelle ? On est sur une alliance internationale. Oui, c'est une alliance internationale, mais qui représente des tout petits montants. Laissez-moi espérer. Mais c'est pour dire qu'effectivement, il faut aussi qu'on imagine de nouveaux produits, de nouvelles façons d'accompagner, de manière partenariale pour répondre aux contraintes de chacun. Et voilà. Merci. Si mon application fonctionne, je n'ai pas de questions de public. Vous êtes absolument limpide, ou alors passionnant, ou alors désespérant. Je ne sais. Est-ce que vous avez préparez-vous, il y a des micros dans la salle. Donc j'espère que vous allez tendre la main très vite pour poser les questions, puisque l'application ne vous plaît pas. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion ? Peut-être que puisque j'ai gagné du temps sur certaines questions, il y a des éléments que vous auriez voulu pousser. Je vous donne à chacun 1 minute 30 pour conclure et interpeller ces professionnels clés en attendant qu'ils vous posent ou pas une question. Pauline. Non, moi, mon appel, c'est... oui, non, mais vous pouvez m'appeler Pauline. C'est, regarder ces sujets de durabilité. Il y a l'eau, il y a tous les autres sujets.
Ça représente à la fois il y a un vrai risque financier derrière. Le stranded asset. Oui, exactement. Le CDP avait fait un chiffrage en 2020. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait été augmenté, mais le risque lié à l'eau sur les actifs dans le monde, ça représentait 425 milliards de dollars. Je pense que c'est sous-estimé parce que justement, comme on n'a pas les données, en fait, on n'est même pas capable d'appréhender la réalité du risque à la hauteur des enjeux. Donc voilà, on a besoin que vous y mettiez tous pour essayer de mieux prévoir pour prévenir, comme vous le disiez. Agathe Ezen. Alors, je pense que pour faire ça, la transversalité et la contextualisation est absolument essentielle. Et que effectivement on a ces incertitudes, mais peut-être qu'elles vont être de plus en plus grandes. Donc peut-être qu'il va aussi falloir composer avec et voir comment finalement trouver cette harmonie entre les différentes parties prenantes, entre les différentes échelles, à la fois des enjeux globaux qui viennent se répercuter au niveau local et qui vient aussi avoir une incidence à l'échelle locale. Donc on est dans des boucles de rétroaction en fait. Et on parle de l'eau et c'est complètement en interconnexion avec le climat, la biodiversité. Et donc un certain nombre d'enjeux qui vont avoir des impacts sur les sociétés, l'alimentation, la santé, l'éducation, et qui ne peut pas être envisagé de façon isolée. D'autant qu'il y a rétroactivité à cet endroit-là aussi, c'est-à-dire que risque politique, risque social, risque économique, etc. sont tous intriqués. Donc c'est tenir compte des vulnérabilités dans un contexte d'incertitude, de processus dynamiques qu'on ne peut pas maîtriser, et donc avec lesquels il faut composer. Mais l'ingéniosité, appuyons-nous sur celle-là pour faire ensemble, pour qu'on soit dans un monde commun et qui soit vivable encore quelques années. Monsieur Langreney. Une des grandes conclusions de ma carrière comme directeur général de compagnie d'assurance, c'est que toute l'industrie financière en fait a deux grandes missions. La première mission, c'est protéger, et la deuxième mission, c'est développer. Que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités locales, etc. On protège par l'assurance et on développe par les financements permettant d'investir. Et en ce moment, d'investir surtout dans les nouvelles activités vertueuses pour le climat, pour l'eau, pour toutes les ressources. C'est important. Dans ces deux domaines, les actuaires ont un rôle toujours plus important à jouer. Dans le domaine de la protection, l'incertitude, la volatilité, l'intensité des phénomènes va augmenter. Et il faut à la fois protéger les entreprises et protéger les entreprises qui protègent les entreprises. Et donc être capable d'assurer de la sécurité à plusieurs niveaux, alors que les défis et les vents adverses, si je puis dire, seront de plus en plus forts, violents et challengeants. Et on sait tous qu'une entreprise d'assurance ou une banque qui se casse la figure, ce sont des milliers d'emplois qui disparaissent. Donc on a tous intérêt à être forts en actuariat pour être forts économiquement. Le deuxième sujet du développement, il change de nature, comme je l'ai dit, parce que nous changeons de paradigme. Demain, le comportement des clients sera probablement de plus en plus conditionné par le comportement des entreprises. Les clients vont voter avec leurs pieds. Ils le font déjà. Il y a à peu près un tiers des clients au niveau mondial qui prétendent boycotter les marques qui n'ont pas une politique de développement durable. Donc le comportement des clients sera de plus en plus important, le comportement des entreprises sera de plus en plus important, et la transparence sur ces comportements seront de plus importants. Ça donne aux actuaires une nouvelle masse considérable de données sur lesquelles travailler et qui alimenteront, encore une fois,
investisseurs et prêteurs pour développer l'économie de manière vertueuse. Monsieur Weil. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit brillamment, mais non, je pense qu'on est dans une ère d'opportunité. En fait, on a une grande chance à l'innovation, de revoir les modèles qui ne fonctionnent plus et de voir des modèles où on ne sacrifie pas une composante par rapport à une autre. Et ça, on doit l'intégrer dans la façon dont on vit, mais dans la façon dont on opère nos fonctions. Donc, je vais donner un exemple. La cartographie des risques, historiquement, on l'a toujours faite avec impact financier, une probabilité et un niveau de maîtrise. Aujourd'hui, je pense que l'impact, il ne peut pas être que financier. Il faut qu'il soit comme une performance plurielle quelque part, et l'impact sur les objectifs à atteindre, mais sur l'environnement, le social, le sociétal, et économique et financier. Comment est-ce que je vais améliorer ma contribution économique sur le territoire dans lequel j'opère? Comment est-ce que je vais avoir des impacts positifs et pas réfléchir qu'en impact négatif? Donc voilà, il y a un changement de mindset, une vraie bascule. Il y a la prise de conscience, maintenant il faut passer à l'action, et il n'est jamais trop tard, donc allons-y, accélérons. Donc accélérons, innovons, changeons de mindset, partageons. J'ai coupé une longue partie de cette discussion autour de la culture, du développement des connaissances, des vocabulaires communs, etc. Dans le magazine de votre institut, dirigé par Laurence Bauduin, l'Actuariel, ça fait bientôt 50 numéros qu'on cultive et qu'on creuse ce sillon de l'interdisciplinarité et du partage. J'imagine que bientôt on se retrouvera, messieurs, dames, dans les pages de l'Actuariel. J'ai été très longue pour vous permettre de lever la main et poser des questions. Vous êtes soufflés? Vous êtes lassés? Une question. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, donc, j'ai entendu parler du retrait des assurances de certains marchés. Il y a aussi, on peut se retirer, mais aussi on peut changer le risque, par exemple, en influençant les gouvernements sur des trucs comme le code du bâtiment pour être plus résistant. Et il y a définitivement, de mon point de vue, un avantage aux assureurs de s'impliquer de cette manière-là pour, effectivement, sinon, il va y avoir disparition de ce service. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, ou j'aimerais avoir votre perspective? Bien. En ce qui concerne la France, pour moi, l'illustration la plus marquante de ce principe, c'est les décisions qui ont été prises concernant les normes de construction anticyclonique après le passage d'Andrew en 1991, je crois, ou 10, ou 89, pardon. Et ces nouvelles normes ont, je pense, radicalement changé l'appréciation du risque sur ces territoires très exposés aux événements extrêmes. Donc, c'est un exemple, effectivement, de travail en commun, de construction de nouvelles normes désormais complètement acceptées, qui nécessitent des investissements supplémentaires de la part des entreprises ou des particuliers, et donc qui ont un surcoût, mais dont l'inflation est acceptée parce que c'est une des conditions à l'assurance. Il ne faut pas minimiser ce sujet d'inflation. Pour un particulier, c'est évidemment douloureux. Pour une entreprise, ça l'est aussi, parce que la question est, est-ce qu'elle va savoir passer cette inflation dans ses prix vis-à-vis de ses clients? Et si c'est une norme générale, la réponse est oui, parce qu'il y aura ce sera arm's length sur le marché, mais si c'est une décision tout d'un coup isolée, extrêmement vertueuse de l'entreprise, ça peut être très difficile à transmettre à ses clients, en quelque sorte. Mais oui, cette amélioration de la qualité du risque par des normes de construction est une des pistes majeures concernant les
tempêtes, mais également la sécheresse, l'argile, puisqu'on a exactement ce sujet-là à l'heure actuelle. Une dernière question très vite, maintenant. Là-bas, je crois, non. Jamais. Messieurs, dames, nous sommes très en retard. Si vous voulez avoir le temps de prendre un petit café, c'est maintenant. Je vous remercie infiniment, c'était passionnant. Merci beaucoup.